Sans transition, passer à la communication suivante qui a été enregistrée par le docteur Emmanuel Mahé sur les problématiques cutanées chez les enfants en surpoids ou obèses. On vous envoie la présentation immédiatement. Bonjour tout le monde, je suis désolé de ne pas être présent. Donc je suis le docteur Emmanuel Mahé, dermatologue à l'hôpital d'Argenteuil, mais en cette période, vous savez que beaucoup d'événements ont été reportés et malheureusement certaines dates se croisent et donc je ne peux pas être présent physiquement avec vous. Je m'en excuse encore. Donc on m'a demandé, je remercie Marc Belaïch et le comité d'organisation de me proposer de parler des complications dermatologiques de l'obésité chez l'enfant, car c'est un problème, je pense, qui est souvent sous-estimé. Alors, je vous ai parlé, c'est important de parler des liens d'intérêt. J'en ai parce que je vous parlerai du psoriasis en fin de présentation. Et donc, dans ce domaine-là, j'ai quelques liens d'intérêt. Récemment, j'ai vu une observation, et c'est assez intéressant parce que ça illustre bien les problèmes dermatologiques chez l'enfant. Cet enfant venait me voir pour sa pulpite de l'index, du majeur, pardon. Et en fait, en l'examinant, il y a beaucoup de signes dermatologiques témoins des dermatoses de l'enfant en surpoids ou obèse. Tout d'abord, vous voyez au niveau axillaire, il y a un aspect un peu sale, et en fait, il avait un acanthosis nigricans qu'on retrouvait aussi au niveau du cervical. Il avait aussi des petits abcès, des petits nodules, témoins d'une hydrosadénite suppurée ou maladie de Verneuil, ce qui est très embêtant parce qu'un début à 11 ans, c'est plutôt assez mauvais. Sur la photo en haut à droite, vous avez un aspect granité de toute l'épaule, qui sont des kératospilaires, associés à des petites folliculites qui sont des excoriations. Vous avez aussi en bas à gauche une pulpite psoriasiforme. Alors, est-ce que c'est du psoriasis ou est-ce que c'est de l'eczéma? Je ne sais pas. Et enfin, il avait des lésions acnéiques du menton qui semblent plus précoces chez les enfants obèses. Donc, vous voyez, cet enfant normal, finalement, a énormément de petits signes dermatologiques liés à l'obésité. Donc le plan que je vais essayer de respecter, c'est le premier, les complications dermatologiques directement liées à l'obésité, et on verra qu'il y a plusieurs mécanismes impliqués. Et la deuxième partie, qui est très en vogue et beaucoup étudiée actuellement en dermatologie, c'est le lien entre les maladies inflammatoires chroniques de la peau et l'obésité. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue conceptuel et au niveau conséquences de prise en charge chez l'enfant, de notre côté tout au moins. Donc les conséquences de l'obésité sur la peau sont multiples. Tout d'abord, il y a des altérations de la fonction barrière de la peau liées directement à l'obésité. Il y a une augmentation des pertes insensibles de l'eau, ce qui va favoriser une xérose, donc une sécheresse cutanée, des troubles de la réparation. Bien souvent, cette sécheresse favorise aussi une perméabilité épidermique qui peut déclencher certains phénomènes et notamment, par exemple, favoriser les infections. Il y a une hypersécrétion sébacée liée à l'hyperandrogénisme. Ce ne sont pas des enfants qui sont hirsutes, mais ils ont un excès d'androgènes et une hypersensibilité aussi à ces androgènes, ce qui va favoriser l'hypersécrétion sébacée et ses conséquences. Il y a une hypersécrétion sudorale qui peuvent être liées à la friction, à la chaleur, mais aussi à tous les désordres physiologiques liés à l'obésité. Enfin, on peut avoir des anomalies liées directement mécaniques, notamment par des entraves au flux lymphatique, et qui, au niveau des jambes, peut entraîner un lymphœdème. Le lymphœdème, c'est comme une rétention de lymphe. Quand ceci devient chronique, cela crée des altérations des vaisseaux et un lipœdème qui, lui, devient volontiers irréversible et très, très difficile à traiter. Donc, tout cela va devoir être pris en charge très, très précocement chez les enfants, par les pédiatres directement, je dirais. Donc les autres conséquences, on va avoir une hypervascularisation cutanée qui va donner cette chaleur, l'augmentation du flux sanguin, il y a des conséquences systémiques, mais ça va favoriser la sudation, ça va favoriser l'érythème, voire vous savez, ces petits enfants en surpoids, dès qu'ils courent, ils sont rouges écarlates, c'est directement lié à l'hypervascularisation cutanée, à l'hypermétabolisme aussi. Le collagène est altéré puisque la peau n'est pas adaptée à un excès pondéral et ça va notamment entraîner des troubles de la cicatrisation par retard de cicatrisation, par excès de cicatrisation, mais aussi une dilacération des fibres élastiques et collagènes que l'on va pouvoir observer notamment avec l'excès de vergeture.
Il y a une augmentation du panicule adipeux sous-cutané. Bon, ça, c'est ce que l'on voit au quotidien. Et il va y avoir des contraintes mécaniques importantes. La peau a une vocation de protéger l'organisme des contraintes extérieures, notamment par exemple au niveau de la plante des pieds. On a une peau qui est épaissie. Évidemment, si on passe de 40 à 80 kg, les contraintes vont être bien supérieures et la peau va réagir. Et comment elle réagit quand elle est agressée? Elle va entraîner une hyperkératose, par exemple. Donc il va y avoir des modifications des rapports anatomiques du fait de ces contraintes, ce qui va favoriser tout ce qui est macération, irritation, avec les conséquences notamment infectieuses. Donc on observe tout d'abord des dermatoses liées à l'insulinorésistance, comme l'acanthosis nigricans, les acrocordons, les molluscum pendulum, on va le voir en image, la kératose pilaire, et liée à l'hyperandrogénie secondaire, on en a parlé, l'hyperséborrhée, l'acné, l'alopécie androgénique et l'hirsutisme. Cette photo, celle du milieu, m'a été adressée par le docteur Magana, qui travaille qui travaille dans le 95, pardon, je ne sais plus. Mais d'autres photos ici. Alors, vous connaissez bien cette acanthosis nigricans, pardon. Ça donne une papillomatose pigmentée qui donne un aspect très sale à la peau et qui donne, alors qu'elle n'est pas du tout sale, si vous avez un doute, vous passez un coup de compresse avec de l'eau ou de l'alcool et vous n'aurez absolument pas de dépigmentation. Et ça, c'est caractéristique, vous l'observez très bien sur la photo du cou, ici. Ça donne cet aspect de peau un peu épaisse. Donc c'est très très mal vécu dans les formes les plus sévères. Et vous voyez dans les creux axillaires, ça donne une papillomatose qui est aggravée par la macération. Et là on a presque une hyperpapillomatose humide du fait de l'hypertranspiration. Donc c'est très inesthétique, ça n'a aucune conséquence sur l'organisme évidemment. On dit classiquement que c'est associé au diabète. Moi je n'ai jamais découvert de diabète par un acanthosis nigricans. C'est plus secondaire à un diabète, c'est plus secondaire à l'obésité, et c'est pas ça qui fait rentrer dans le diabète, évidemment. Alors les questions qui nous sont souvent posées, c'est comment traite-t-on? Il n'y a pas vraiment de traitement en dehors de la réduction pondérale. Moi, ce que je propose volontiers, ce sont ce qu'on appelle des kératolytiques, des crèmes à base d'urée, voire des rétinoïdes, qui vont, rétinoïdes, c'est la tritinoïne ou la dapalène par exemple, qui vont réduire un peu enfin, sont des produits qui ont comme vocation de réduire la prolifération des kératinocytes. Donc ça ne me paraît pas aberrant et j'ai eu parfois des résultats intéressants. D'autres traitements, notamment systémiques, je crois la metformine par exemple a été proposée, mais en aucun cas, à mon avis, pour traiter un acanthosis nigricans, le rapport bénéfice-risque n'est vraiment pas en faveur de ces thérapeutiques. Donc des crèmes hydratantes, on peut en mettre, des kératolytiques, cela peut être assez intéressant, mais nous n'avons pas de traitement miracle. Voici, cette photo est très jolie parce qu'elle associe, très jolie, excusez-moi de mon enthousiasme de dermatologue, mais elle associe deux types de lésions. D'une part, l'acanthosis nigricans qui donne cet aspect pigmenté, papillomateux avec une augmentation des plis physiologiques de la peau sur ce coup de cette jeune. Et vous voyez un acrocordon. L'acrocordon, c'est une espèce de morceau de peau pendante avec souvent un raccord à la peau qui est très étroit et donc facile à traiter. Et ça, on le voit en cas d'insulinorésistance. On le voit beaucoup plus chez les obèses adultes, c'est très très fréquent. On va le voir au niveau axillaire, on va le voir au niveau cervical, au niveau inguinal, parfois sous le tablier abdominal, parfois sous les seins chez les femmes et chez les hommes aussi d'ailleurs, non pas les seins, mais la dipomastie, pardon. Donc c'est assez inesthétique, ça peut être assez irritant, enfin ça peut s'irriter, vous voyez, sur cette petite, ça peut être irrité par le col d'une chemise, ça peut être irrité par des médailles, par des chaînes par exemple, portées autour du cou. Donc on va les traiter, alors nous on les traite assez simplement, on peut mettre de l'azote liquide, on peut faire un shaving, c'est-à-dire le couper à la base, on peut, alors certains mettent même avec un fil, font un nœud, et puis ça crée une ischémie, donc ça va nécroser la lésion qui va tomber. Donc ça c'est simple, mais là aussi, à prendre en charge, c'est très simple à prendre en charge, mais là aussi, l'obésité est importante aussi à prendre en charge.
La kératose pilaire, très très fréquente chez les enfants obèses. Là, deux exemples de kératose pilaire. Elle est classique au niveau de la face externe des bras. On peut avoir des formes beaucoup plus diffuses, comme ici sur la cuisse. C'est assez inconfortable, surtout vous voyez sur le bras, elle est inflammatoire, donc elle peut être prurigineuse. Ça donne un aspect très désagréable parce que quand vous touchez, c'est râpeux. Donc dans les relations sociales, ça peut être assez mal vécu. Bon, en même temps, c'est totalement bénin. Donc quand c'est très inflammatoire, on peut proposer des dermocorticoïdes transitoirement, mais on n'est pas fan quand même. On préfère utiliser des kératolytiques, plutôt là à basse durée. On ne va pas utiliser des rétinoïdes, mais plutôt de l'uricol cream. On a des préparations qui sont déjà disponibles par certaines marques de cosmétiques. On va utiliser des produits à basse durée à 10%, voire à 30%, qui va réduire l'hyperkératose et augmenter l'aspect cosmétique, tant visuel qu'au toucher. Moi, je l'évite au maximum pour une raison très simple, c'est que c'est suspensif. C'est-à-dire tant que l'enfant va le mettre, il va être confortable, il va trouver ça agréable, et puis dès qu'il va arrêter, rapidement, ça va se reconstituer. Donc en rigolant, moi je leur explique, le jour où tu as un copain, le jour où tu as une copine, bah, tu en mets, mais autrement, ce n'est pas franchement très très efficace au long terme. Donc voici d'autres exemples. Vous voyez cette kératose pilaire diffuse sur le dos, cette kératose pilaire des membres inférieurs. Ce sont des photos là, vous voyez, qui commencent à être un peu anciennes, mais qui illustrent bien ces kératoses très inconfortables que l'on peut avoir chez les enfants obèses. Donc les infections cutanées, vous savez, sont très fréquentes chez les enfants obèses. Elles sont multifactorielles. Ça peut être lié aux altérations de la fonction barrière de la peau. La transpiration va créer une humidité, va créer une porosité de la peau et donc va favoriser la pénétration des germes. Il peut y avoir des altérations de la microcirculation vasculaire, évidemment, excusez-moi pour cette redondance. Certains discutent d'anomalies du système immunitaire, ça ne semble pas d'une grande pertinence, mais on peut se poser la question. Il y a des contraintes mécaniques, notamment dans les grands plis. Il y a notamment des frictions extrêmement importantes, l'hypersudation, qui est une espèce de sérum qui va favoriser la prolifération bactérienne. Vous voyez, c'est vraiment multifactoriel et c'est difficile pour nous, dermatologues, de prendre en charge ces anomalies. Et qu'est-ce qu'on va observer? Toutes les infections bactériennes classiques, type impétigo, ecthéma, folliculite, furoncle et furonculose. L'obésité est une des causes de furonculose, donc là évidemment on ne va pas faire de bilan pour rechercher un déficit immunitaire, mais ça fait partie des causes de furonculose. L'érythrasma, qui est une infection à Corynebactéries, on va le voir en photo. Alors moi j'en ai jamais vu chez des enfants obèses, mais on le voit plutôt chez les adultes. Et les dermohypodermites bactériennes aiguës non nécrosantes, ou plus simplement érysipèles, sont plus fréquentes. Il a été montré notamment chez l'adulte que les principaux facteurs de risque d'érysipèles, ce sont les plaies des membres inférieurs et l'excès de poids. On peut voir aussi des infections fongiques, l'intertrigo à candida, qui va être plus volontiers inguinal ou interfessier, l'intertrigo à dermatophyte, qui peut être inguinal aussi, c'est le fameux eczéma marginé de bras, ou donner des pieds d'athlète. Ce terme pied d'athlète est peut-être inadapté chez certains de ces enfants. Et les onychomycoses semblent aussi beaucoup plus fréquentes. Donc voici des exemples d'impétigo chez les enfants. Alors bon, je ne parlerai pas d'obésité chez les tout petits nourrissons, mais cet enfant était particulièrement potelé. Et là, un petit enfant, mais alors, évidemment, ça se voit chez tous les enfants, ce n'est pas spécifique de l'obésité, mais c'est un peu plus fréquent chez l'enfant obèse. Donc des impétigos plus sévères, qui heureusement s'observent assez rarement. Alors c'est vrai que l'obésité va toucher plutôt, dans mon imaginaire à moi, l'adolescent, parce que quand j'en discute avec des collègues spécialisés dans l'obésité, on préfère éviter de parler d'obésité, j'ai cru comprendre, en tous les cas, chez le petit enfant, on parlerait plutôt d'excès pondéral, alors que chez l'adolescent, on en passe vraiment sur le versant obèse. Donc voilà une pyodermite observée chez un enfant un peu en excès pondéral. Pyodermite qui était, vous savez, un impétigo profond, à staphylocoque en général. Celle-là est assez impressionnante. C'était pourtant assez simple à prendre en charge. Il suffisait de nettoyer tout ce pus, un peu d'augmentin, un peu de crème type flamazine pour éviter que les croûtes purulentes se reconstituent. Et en 48 heures, cet enfant était quasiment guéri. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que vous voyez les cicatrices pigmentées au-dessus de la face externe de la jambe qui correspond à une cicatrice d'impétigo.
Donc les folliculites diffusent, comme vous savez chez cet enfant, cette photo est jolie parce que non seulement il y a des folliculites, peut-être un impétigo, mais vous voyez sur les genoux aussi une lésion de psoriasis. Donc on va observer toutes ces dermatoses chez les enfants obèses. Alors, vous allez nous dire, oui mais nous on ne voit pas ça. Oui, c'est vrai que nous on a un biais de sélection puisque ce sont ces enfants que nous on va voir, mais il semble quand même que tout ça soit favorisé par l'obésité. Voilà une onychomycose, au moins de l'hallux, peut-être du 5e orteil, c'est un peu moins évident puisque là on a une onychopathie mécanique du 2e, 3e, 4e axe et peut-être du 5e axe. Toujours est-il que là il s'agissait d'un trichophyton rubrum qui est justifié de plusieurs semaines d'antifongiques. Alors à l'époque on faisait plutôt de la grésiphiline, vous savez que maintenant elle est en rupture de stock donc on s'orienterait plutôt vers du lamisil chez cet enfant. Le diagnostic. Ce que l'on va observer un peu dans la même ambiance et qui peut même se discuter ici, ce sont les pityriasis versicolores qui sont là aussi fréquents chez les enfants obèses. Et je suis désolé parce que j'ai oublié de vous le noter. Et là, vous voyez, dans la partie antérieure-inférieure, vous avez un aspect très voisin d'un pityriasis versicolore. Et en fait, on est sur un peu les mêmes genres de germes qui sont des commensaux de la peau qui vont se développer chez l'enfant obèse. Et le pityriasis versicolore, lui, va donner plutôt cet aspect chamois, mais dans le dos, sur les zones dites séborrhées, donc plutôt en V dans le dos, ça peut être sur le décolleté. Et chez l'enfant, notamment chez l'enfant obèse, on a des atypies, notamment des pityriasis versicolores axillaires, des pityriasis versicolores cervicaux, des pityriasis versicolores extrêmement étendus. Donc ça se traite assez simplement. Le problème c'est que c'est très long à cicatriser parce que même si on traite le champignon, la pigmentation peut durer assez longtemps. Et donc là, bon, n'hésitez pas à adresser l'enfant vers un dermatologue pour qu'il adapte la thérapeutique un peu aux saisons, je dirais. Donc, on a des dermatoses mécaniques, les vergetures, on a déjà vu un peu j'allais dire, excusez-moi du lapsus, ce n'est pas la kératose pilaire, mais l'hyperkératose plantaire, on en a déjà parlé, le lymphœdème, l'insuffisance veineuse chronique. Vous savez que dès qu'il y a un excès de poids, dès qu'il y a des difficultés au retour veineux, il peut y avoir une insuffisance veineuse chronique et nous on observe très très fréquemment chez les adultes obèses qui en cas d'obésité dans l'adolescence sont probablement favorisés pendant cette période-là. Et on a aussi l'hyperhidrose. Donc les vergetures, celle-là ce n'était pas chez un enfant obèse, mais on sait que les vergetures sont liées à l'augmentation rapide de la taille. Donc c'était le cas chez cet adolescent qui a pris 10 cm en un an, que je suivais pour toute autre chose. D'ailleurs, vous voyez, les cicatrices hypopigmentées assez diffuses sur le dos. Mais elles sont aussi favorisées par l'excès pondéral et surtout les grandes variations pondérales. Donc, vigilance chez un enfant qui grossit vite, vigilance chez un enfant qui maigrit vite. Il a un risque important de faire des vergetures. Alors, ce n'est pas grave, c'est purement esthétique. Elles sont très vilaines parce qu'elles sont violines et on sait que cet aspect violine disparaît avec le temps. Donc, pas d'angoisse, il faut le rassurer. Néanmoins, ça peut être mal vécu. Là aussi, parlez-en avec l'enfant. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, toutes les crèmes dites anti-vergetures n'ont jamais montré la moindre efficacité, donc on l'évite. S'il y a une forte demande, vous pouvez en prescrire. Personnellement, je prescris plutôt des émollients en lui disant de masser en douceur. Je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt, mais au moins on a une réponse à une demande thérapeutique. L'hyperkératose plantaire, celle-ci est assez jolie. Vous voyez, ça, cet enfant n'avait pas de souffrance, c'était un peu une hyperkératose que je dirais botanique, parce qu'elle n'avait aucune conséquence chez cet enfant. Mais là, on a une hyperkératose quasiment psoriasiforme, alors personnellement, je l'ai classée purement en hyperkératose mécanique chez cet enfant obèse. Donc ça, c'est une photo d'adulte qui illustre le lipœdème, mais on peut l'observer dès l'adolescence. C'est vrai, personnellement, moi j'en ai déjà vu chez des ados, mais qui venaient pour toute autre chose, et par pudeur, je ne les ai jamais pris en photo, ce qui est très bien, très honorable, la pudeur, mais ce qui aurait été intéressant pour illustrer cette présentation. Donc là, il faut vraiment être vigilant parce que ça peut être irréversible, et donc ce sont des enfants qui vont souffrir de lipœdème toute leur vie, même s'ils maigrissent, et donc avec des jambes assez vides finalement. L'hyperhidrose, donc celle-là, ça c'est une petite qui a un aspect longiligne. C'est une adolescente qui avait une peau longiligne. Elle n'était pas mariée du tout, c'était pas une alliance.
Mais c'est une hyperhidrose palmaire. Et ça s'observe dans deux grands groupes. Alors il y a des hyperhidroses familiales, entre guillemets, mais on a les jeunes filles, je trouve, on a souvent les jeunes filles et les jeunes garçons longiligne qui vont à cette hyperhidrose. Je ne sais pas trop par quel mécanisme, et donc là, en reprenant du poids, bien souvent, ça se corrige, donc c'est assez étonnant. Et on va l'observer chez les enfants obèses. Donc l'hyperhidrose, ça peut se traiter, surtout qu'il y a un retentissement très très fort qui ne va pas forcément vous être verbalisé. Mais chez ces enfants, dès qu'il va y avoir une émotion, notamment quand ils font des examens, dans des relations personnelles, de jeune homme à jeune fille, ou maintenant, enfin des relations à caractère amoureux tout au moins, il va y avoir une hyperhidrose très inconfortable et très gênante. Donc ça peut se traiter. Nous on a plusieurs techniques. On a la ionophorèse qui consiste à appliquer les mains dans un bac, dans des bacs avec de l'eau, et on fait passer un courant. Ça peut fonctionner, ça peut être fait à la maison. Si on est sûr que ça fonctionne, ça peut être fait à la maison. Il suffit, on va demander une entente préalable pour acheter le matériel, entente préalable avec la Sécu. Donc les enfants peuvent continuer à le faire à la maison. On peut faire des injections de toxines botuliques, mais ça va plutôt être au niveau axillaire. Ça marche très bien sur les mains, mais c'est très très douloureux, donc on évite de le faire chez les enfants. Il y en a aussi le ditropan, je crois que vous utilisez vous en pédiatrie dans l'énurésie, qui marche très très bien sur les hyperhidroses généralisées. Le problème c'est que ça peut assécher notamment au niveau buccal, mais sur des hyperhidroses généralisées c'est vraiment très très intéressant. Donc le deuxième versant qui sera plus court, ce sont les maladies inflammatoires associées à l'obésité, et notamment un point important qui est le psoriasis. Pour le psoriasis, c'est très très connu chez l'adulte, et ça depuis plus de 10 ans maintenant. C'est associé au psoriasis, au rhumatisme psoriasique, à la sévérité du psoriasis et à la résistance au traitement. Mais aussi, on sait que les autres comorbidités, diabète, hypertension, dyslipidémie, sont aussi associées de façon indépendante au poids. Et donc chez l'enfant, on a peu d'informations. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment confirmé depuis 7-8 ans, avec tout un tas de publications de différents pays. Boccardi, c'était l'Italie. Paler, c'est une étude internationale. Zou, c'est l'Italie. Torres, c'est le Portugal. Bon, Maé, c'est moi. Lee et Tom, ce sont des Australiens et des Américains. Donc vraiment, de façon internationale. Et voyez en bleu sur le groupe contrôle et en rouge les groupes psoriasis. Et quels que soient les critères qu'on utilise, quelles que soient les définitions de l'obésité, du surpoids que l'on utilise, on a toujours, ou presque toujours, la même tendance. C'est-à-dire plus d'obésité, plus de surpoids chez les enfants psoriasiques par rapport à la population générale. Pardon, il y a un petit bug. Qu'en est-il en France? Donc on a fait 2 études. Celle-là qui a été publiée maintenant, vous voyez, il y a 6 ans, qui s'appelle KIPSOCAR. C'est une étude académique qui a été faite dans des hôpitaux avec la Société française de dermatologie pédiatrique. Et donc en marron, vous avez l'obésité, en orange, le surpoids avec obésité abdominale, en bordeaux, le surpoids, et en bleu, le normal. Alors, attention, l'échelle n'est pas 0 comme vous voyez là. Néanmoins, statistiquement, alors on avait plus de 200 enfants et tous les contrôles ici étaient appareillés sur le centre, l'âge et le sexe. Donc il y a un appareillage robuste. Appareillement, pardon, pas appareillage évidemment, un appareillement robuste, et ça sortait statistiquement. Il y avait plus de surpoids et d'obésité dans notre population psoriasique. Alors, une des critiques de toutes ces études académiques, c'est qu'à l'hôpital, on recrute des enfants a priori plus sévères avec plus de comorbidités. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même étude, mais en milieu libéral, et même si ça ne ressort pas statistiquement, vous voyez, c'est assez intéressant parce que quand on met ces 3 courbes, on se rend compte qu'en milieu libéral, on a toujours cette tendance à plus d'obésité, plus de surpoids, que dans le groupe contrôle, et un peu de façon intermédiaire entre les enfants hospitaliers avec des psos plus sévères et les groupes contrôle. Donc cette tendance qui se confirme. La question qui se posait, c'était l'obésité et la sévérité du psoriasis chez l'enfant. Et on avait des résultats discordants, et même nous en France, on avait des résultats discordants. Je suis désolé, British Journal chez nous c'était 2015. Mais on l'a retrouvé dans l'étude faite en milieu libéral, ce qui est étonnant parce que les psos étaient moins sévères. Et vous voyez que plusieurs autres études allaient dans ce même sens. Et tout ça va dépendre un peu du critère qu'on utilise, parce que toutes ces études quasiment sont rétrospectives et ont intérêt à être rétrospectives finalement d'un point de vue méthodologique, puisque le pso est une maladie fluctuante dans le temps, alors que l'obésité est stable. Et par exemple, dans l'étude que nous avions menée en milieu hospitalier, tous les enfants, même contrôlés avec une biothérapie, étaient inclus et donc pouvaient être contrôlés, ils pouvaient être obèses et contrôlés, donc c'était assez compliqué.
Et donc, le PGA Max, c'est le Physician Global Assessment. Et c'était intéressant parce que l'étude internationale d'Amy Paller et la nôtre ont utilisé ce critère, c'est-à-dire au cours de l'évolution du psoriasis, quelle était la sévérité maximale sur un critère simple de 0 à 5. Donc vous voyez, la tendance quand même, c'est qu'il y a un lien entre obésité et sévérité du psoriasis. Donc voici un exemple, ça c'est mon plus bel exemple, et les pédiatres vont réagir, je pense. Cet enfant avait 11 mois, pesait 18 kilos. Il avait un psoriasis profus. Ah bon, c'est entre guillemets mon record, hein, mais c'est caractéristique. Ce qu'on va observer, c'est plutôt ça. C'est-à-dire des enfants à un petit excès pondéral. Alors, ce ne sont pas des gros obèses, hein, ce sont des enfants un peu rondelets, qui ont du psoriasis dans des formes plutôt sévères. Et c'est intéressant parce qu'on a des explications physiopathologiques. Et donc, les adipocytes produisent des cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, l'interleukine 6 et la monocyte chemoattractant protein 1. Excusez-moi de l'accent, mais tout ça sont des cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est assez cohérent que les enfants obèses aient du psoriasis, voire du psoriasis plus sévère. Méfiez-vous aussi aux anti-TNF-alpha que vous donnez dans différentes pathologies, le poids, parce qu'on sait que les anti-TNF-alpha favorisent la prise de poids chez les adultes. Et là, je vous illustre ça avec une observation d'un enfant qui à l'époque avait 9 ans, obèse, 43 kg pour 1m32, qui avait un psoriasis assez sévère en plaques. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les photos, là il était plutôt bien, il avait plein de cuir chevelu, le visage, il avait une kéylite extrêmement sévère, un PASI à lui qui est un score de sévérité de psoriasis qui est conseillé comme modéré sévère à partir de 10, mais un PGA 4 qui est le Physician Global Assessment qui lui commence à être sévère à 3. Donc un psoriasis vraiment étendu. Donc les trains, vous voyez, là c'est illustré mieux avec un handicap majeur, une atteinte inguinale, une atteinte des mains socialement épouvantable, un psoriasis assez diffus, une kératodermie plantaire sévère, donc un psoriasis plutôt sévère. Donc au début je le mets sous acitrétine, sous méthotrexate, ça ne marche pas ou c'est mal supporté, et il avait pris 10 kg en 18 mois, bon il était déjà bien potelé. Et je le mets sous adalimumab, la dose adaptée au poids, et là il prend 15 kg en 6 mois, 15 kg en 6 mois, avec un enfant mal dans sa peau, dans tous les sens du terme, pas de modification alimentaire, et donc là on le change de traitement parce qu'il ne marche pas et qu'il prend du poids. Donc je l'ai switché sous ustekinumab, le poids s'est plutôt stabilisé, mais toujours en phase de croissance, parce qu'actuellement il a plus de 90 kg, et suivi à Tenon dans un centre d'obésité, à Trousseau, pardon, centre d'obésité, parce qu'on a du mal à s'en sortir et qu'il y a des problèmes psychologiques majeurs. Et donc ça a été aussi montré par des gastro-entérologues pédiatres. J'ai pas trop compris leur méthodologie, donc je vais rester assez simple et donner juste la conclusion, parce que la méthodologie était un peu bizarre, mais néanmoins ils trouvent une prise de poids sous anti-TNF-alpha. Donc vigilant avec les anti-TNF-alpha, notamment chez les enfants en excès pondéral. L'autre point abordé, c'est la maladie de Verneuil. Chez l'adulte, c'est bien connu. La maladie de Verneuil, il y a 3 facteurs de risque. La génétique, la prise de tabac, enfin le tabagisme, et l'excès de poids. Et maintenant, on commence à avoir des données chez l'enfant qui le confirment. Donc, dans la maladie de Verneuil, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, parce que les pédiatres sont peu sensibilisés, je trouve, à cette maladie. Pourtant, c'est une maladie qui commence dans l'adolescence. Il y a des abcès des grands plis qui sont récurrents, douloureux, se fistulisants. C'est un impact majeur sur la qualité de vie parce que c'est douloureux. Les enfants ont des pansements au niveau inguinal. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à la piscine pendant les poussées, qui ne peuvent pas aller à la plage. Et ça, c'est difficile à traiter. Donc ça touche les zones sudoripares. C'est une maladie du follicule pilosébacé et liée, semble-t-il, un peu aux glandes, aux annexes pilaires. Chez l'adulte, donc je vous l'ai dit, c'est le tabac et l'obésité. Donc les études sont en cours chez l'enfant. On commence à avoir des résultats qui le confirment. Donc ça se présente comme ça chez les enfants. Et alors tous ces enfants n'étaient pas obèses, mais étaient vraiment en excès pondéral. Ces abcès, vous voyez, c'est la première photo en haut est assez intéressante parce qu'on voit les fistules qui sont créées. Et en fait, plus vous allez laisser évoluer les abcès, plus il va y avoir des cicatrices qui vont elles-mêmes favoriser les récurrences. Donc ça se trouve au niveau axillaire, mais au niveau aussi intermammaire, cette petite, elle était en excès pondéral, avec une maladie de Verneuil qu'on a vraiment encore du mal à contrôler. Vous voyez des comédons, espèce de comédons, des abcès à répétition, déjà des cicatrices fibreuses. Donc ce sont des enfants qui vont prendre en charge très très précocement. Si vous voyez un abcès axillaire, ne vous dites pas c'est juste un abcès axillaire. Non, c'est a priori une entrée dans la maladie de Verneuil qui justifie une prise en charge plutôt en dermatologie, plutôt en milieu hospitalier globalement.
Donc en conclusion, l'obésité est impliquée dans l'apparition de dermatoses directement liées aux modifications des propriétés de la peau, de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme, liées aux contraintes mécaniques et méfiez-vous de ces dermatoses systémiques du fait du caractère pro-inflammatoire de l'obésité. Donc je tenais encore à m'excuser pour mon absence. Je vous souhaite un bon congrès, puis j'espère qu'une fois cette pandémie terminée, on aura l'occasion de se revoir. Bonne continuation. Merci pour ce topo très instructif. On a beaucoup perdu en n'ayant pas Emmanuel qui est un excellent orateur devant nous et il a probablement, entre guillemets, sous-estimé toutes ces petites jokes dont il a le secret et qui auraient rendu son topo encore plus humoristique qu'il l'était. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, il n'y a pas de questions qui vont amener une réponse par le conférencier lui-même, mais c'est une très bonne transition pour vous rappeler, et ce congrès est en association avec CrossDoc, CrossDoc qui est cette plateforme labellisée par le GFA-GNP et qui vous permet d'avoir une réponse avec des références bibliographiques et avec des niveaux de recommandation par rapport aux questions que vous vous posez au quotidien. Autrement dit, sur tout ce qui est des topos de ce matin et des questions que vous n'auriez pas pu poser, et puis sur ce talk tout particulier de obésité et peau, il vous est tout à fait possible, c'est une inscription libre, d'aller sur crossdoc.fr et de poser vos questions qui amèneront une réponse qui sera à la fois validée et référencée. Sandra, il y avait des questions au cas où? Non, je n'ai pas de questions, donc je te propose d'enchaîner. Très bien, donc s'il y en a qui viennent, elles seront les bienvenues sur notre site crossdoc.fr.